Chapitre 8. La nuit des hommes-chiens. Pasteur descendit de l'autocar de fort méchante humeur. Sur ses 5 chiens, 3 avaient vomi tripes et boyaux pendant la moitié du voyage et il avait fallu rouler fenêtres ouvertes pour leur donner de l'air. Les passagers, déjà bien effrayés par la présence de ces étranges compagnons de route, s'étaient gelés toute la nuit, incapables de dormir, sans compter l'insupportable odeur aigrelette qui les prenait à la gorge. Les 2 autres hommes, chiens, Khéops et Téti, ne valaient guère mieux que leurs camarades. Le teint verdâtre, ils n'avaient cessé de rôter de façon répugnante, privés de toute force, même pas fichus d'essuyer la bave qui coulait sur leurs babines. Seul Ramsès s'était tenu convenablement. Il avait pris place à côté de Miles, et tous les deux étaient parvenus à dormir, tête contre tête, comme des amoureux. « Je te l'avais dit », grommela Pastor en donnant un coup de botte dans la roue du car. « Ces créatures ne supportent pas les transports. Aménophis a dégueulé sur ma veste. Je vais puer pendant toute la chasse. » « Pas plus que d'habitude, je te rassure, » se moqua Miles. À la question de Pastor, qui lui demandait pourquoi il n'avait pas signalé les 2 fuyards la semaine précédente, le chauffeur répondit qu'une consoleuse lui avait conseillé de leur ficher la paix, et comme il n'aimait pas les ennuis, le gros maître chien, dont la bosse sur le crâne lui rappelait un cruel souvenir, n'eut aucun mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Ils entrèrent dans le café où le patron les accueillit d'un bonjour endormi. L'énorme bonhomme confirma qu'il avait bien vu les 2 jeunes gens, qu'ils étaient même assis à cette table, là, sous la fenêtre. Où ils étaient partis ensuite, il n'en avait aucune idée. Pasteur commanda une grande casserole de café pour ses chiens. « Vos chiens » s'étonna le patron. « Les chiens boivent du café maintenant ?»« Les miens, oui, » répondit Pasteur, en désignant du menton les silhouettes voûtées qu'on apercevait derrière le rideau de la porte vitrée. « Ah oui, je comprends, » balbutia le patron, soudain blême. « Vous n'allez pas les faire entrer, dites. »« Si vous nous servez assez vite, non. » « Tout de suite, couina le patron, et il s'en alla en faisant tressauter ses bajoux sur ses épaules. Moins de 10 minutes plus tard, les 2 hommes et leur meute s'élançaient sur la route de montagne. Mykérinos, qui avait reniflé le foulard de Miléna avec Képhren et Ramsès, marchait en tête, la truffe au vent. Khéops, Aménophis et Téti, les 3 autres chiens, à qui Miles avait présenté de nouveau la botte de Bartholoméo, ne montraient aucune hésitation non plus. « C'est bon, » estima le chef de la police. Ils ont suivi la route à pied. Nous allons couper droit et gagner du temps. Malgré son retard sur les 2 jeunes gens, il ne doutait pas une seconde qu'il les rattraperait avant qu'ils ne passent la montagne. Plus de 10 fois, il avait fait cette expérience. Les fugitifs se perdaient, se blessaient ou succombaient à l'épuisement. On finit toujours, tôt ou tard, par leur tomber dessus et alors, la consigne officielle était certes de les ramener, mais jamais Miles n'avait résisté au plaisir trouble de s'y prendre autrement. Lui et Pastor se connaissaient si bien qu'ils n'avaient pas besoin de se parler le moment venu. Miles se contentait d'un mouvement de tête et le gros maître chien comprenait. Il chuchotait à l'oreille d'une de ses bêtes ce mot de 2 syllabes tout simple, mais implacable et mortel, attaque. Le spectacle de la mise à mort dégoûtait Pastor, et il se cachait la tête sous sa veste pour ne rien voir. Quand c'était fini, il rappelait ses chiens et les félicitait. Il n'allait même pas reconnaître les corps. Miles, lui, se forçait à regarder jusqu'au bout, le cœur au bord des lèvres, mais les yeux grands ouverts. Dans le rapport, il suffisait de dire que les fuyards étaient armés, qu'ils s'étaient montrés menaçants et qu'il fallait bien se défendre. Ils s'engagèrent dans le chemin pentu qui prenait sur leur droite. Au bout de 100 mètres, Pastor dégoulinait de sueur. « Bombardonne !» grommela-t-il. « Je t'annonce au passage que c'est ma dernière chasse. Plus jamais tu me verras avec toi dans cette foutue montagne. Tu me l'as déjà dit, et tu es toujours revenu. Avoue que tu aimes ça. Je déteste ça. De toute façon, je prends ma retraite dans 6 mois, tu le sais. Moi et ma femme, on va aller vivre dans le sud. Et tu sais quel animal on aura à la maison? Non, un chat. Un gentil gros chat castré qui me ronronnera sur les genoux. Ha 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 !» 300 mètres plus bas, Hélène et Milos entendirent le rire tonitruant de Pastor qui emplissait l'espace et dont l'écho résonnait contre la montagne. Ils s'arrêtèrent. « S'il éclate de rire comme ça assez régulièrement, dit Hélène, on ne risque pas de les perdre. » La nuit avait été très pénible pour tous les 2. Sur les conseils de Mélie, ils avaient abandonné chez elle leur manteau d'interne et pris le même car que Bart et Miléna la semaine d'avant. Ils s'étaient installés tout au fond, le plus discrètement possible. Mais quelle terreur au moment du départ! Un homme massif s'était campé au milieu de la route pour arrêter le chauffeur. Celui-ci avait ouvert la portière et le type était monté.
bientôt suivi de l'effrayante meute des hommes-chiens. « Ne craignez rien, messieurs, dames, avait tonné Miles à l'adresse des voyageurs terrorisés. Ils ne vous feront aucun mal. Vous en faites pas, avait ajouté Pastor. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil, en principe. Et il avait entrepris de les faire asseoir sur les sièges libres. 2 d'entre eux, que leur maître appelait Khéops et Téti, avaient pris place juste devant Hélène et Milos. Les voir de dos était fascinant. Leur crâne plat semblait vide de cervelle. Ensuite, le calvaire avait commencé pour les pauvres bêtes. Les effluves de vomissures, les arrêts incessants et l'air glacé qui entrait par les fenêtres avaient rendu le voyage interminable. Mais Milos en avait profité pour observer un détail qui pourrait lui être très utile par la suite. Si on acceptait cet homme-chien qui dormait contre l'épaule de Miles, tous les autres ne semblaient obéir qu'à un seul homme, leur maître, celui que Miles avait appelé Pastor. À plusieurs reprises, le chef de la police avait dû passer par lui pour obtenir quelque chose d'eux. « Dis-leur ceci, fais-leur faire cela. Si j'arrivais à le, à le neutraliser, avait chuchoté Milos. Le neutraliser, avait répondu Hélène. Tu te crois sur un tapis de lutte ? Pendant le reste de la nuit, les 2 fugitifs s'étaient tenus silencieux, somnolents parfois quelques minutes, mais toujours réveillés par le froid. Vers le matin, un des 2 hommes-chiens s'était soudain retourné et les avait observés longuement d'un œil stupide. Son long visage blafard et inexpressif semblait surgi d'un cauchemar. Hélène avait failli hurler. Maintenant, ils étaient sur les talons de la meute et l'escalade commençait. Tout là-haut, le soleil d'automne colorait la crête de la montagne. « Beau temps pour une excursion, lança Milos. Tu connais des chansons de marche ? 2 jours durant, Miles, Pastor et leurs chiens progressèrent à marche forcée. Ils coururent même dès que le terrain le permettait. Chaque fois qu'on pouvait couper, Miles n'hésitait pas et entraînait sa troupe dans des passages escarpés ou même envahis de broussailles. Ils arrivèrent au refuge dès le 2e soir, écorchés, fourbus, abrutis de grand air. Pastor n'en pouvait plus. Les chiens étaient affamés. Miles, lui, était aux anges. Il donna un coup de pied dans la porte et entra. « Regarde-moi ce petit nid d'amour. Ils ont couché ici, sur ce matelas. Il est encore chaud, je parie. »« Possible, maugréa Pastor. Ils ont surtout fait brûler tout le bois, ces vandales. Je vais en chercher un peu pour la nuit. Ramsès, Képhren, venez m'aider, espèce de feignant. » Les 2 hommes-chiens le suivirent. Les autres se couchèrent sur le sol et attendirent les prochains ordres de leur maître. « Bougez-vous de là !» leur lança Miles. « On ne peut plus passer !» Ils le regardèrent comme s'il avait parlé en hébreu. « Bougez-vous, j'ai dit. C'est pas difficile à comprendre. » Ils ne bronchèrent pas. Miles en éprouva un vague malaise et il préféra sortir de la pièce en attendant le retour de Pastor. Il leva les yeux et vit que le temps avait tourné en quelques heures. Des nuages bas et gris encombraient le ciel. À la nuit, la neige commença à tomber, dense et régulière, et elle ne cessa plus. Elle enveloppa la maison d'un silence ouaté et, en peu de temps, ils se sentirent loin de tout, aussi isolés que s'ils s'étaient trouvés au milieu de l'océan. De temps en temps, Miles sortait sur le pas de la porte et rentrait aussitôt, couvert de flocons. « On repart demain, à la 1re heure. Ce serait rageant qu'ils meurent de froid, avant qu'on les rattrape. » Ils firent du feu, mangèrent du pain et burent un peu de l'alcool que Pastor avait eu la bonne idée d'emporter. Le gros maître chien aurait bien aimé que la neige les empêche de continuer le lendemain, mais avec Miles, il ne fallait pas y compter. Il traquerait ses proies jusqu'en enfer, quitte à y laisser la vie. Ils se couchèrent côte à côte sur le matelas tout habillés. Miles s'était contenté de suspendre sa veste au crochet de la porte. Les chiens dormaient par terre, un peu plus loin. Mykérinos galopait en rêve, et ses jambes maigres s'agitaient par saccades sous le pantalon de toile. Pour la première fois depuis leur départ, l'idée vint à Hélène qu'elle avait eu tort de suivre Milos. Elle avait osé cette folie, et maintenant, ils allaient mourir de froid, à 100 mètres d'une maison dans laquelle un feu brûlait, à 100 mètres d'une porte à laquelle il était interdit de frapper. Les doigts de sa main gauche étaient devenus tout à fait insensibles. Elle avait soufflé dessus, les avait cachés sous sa chemise, en vain. Et voilà qu'elle ne parvenait plus à empêcher ses dents de claquer. Milos, agenouillé dans son dos, la serrait contre lui et tâchait de la réchauffer en la frictionnant de ses grandes mains, mais il ne valait guère mieux qu'elle. Il tremblait de tout son corps, lui aussi, et ne savait plus que dire pour la réconforter. Ils avaient atteint les abords du refuge à la nuit tombante, épuisés, et compris à la fumée qui sortait de la cheminée que les chasseurs étaient déjà là. Ils s'étaient cachés derrière des rochers
Et la neige était venue, et le froid, et le découragement. Que faire? S'éloigner de la maison et se perdre dans la nuit? Cela signifiait une mort certaine. Aller frapper et demander asile? Ne compte pas sur leur pitié, disait Milos. N'y compte pas une seconde. Ce sont des barbares. Ne l'oublie pas. 3 fois, ils avaient vu Miles apparaître dans l'encadrement de la porte, humer l'air et revenir vers le feu qui les réchauffait tous, à l'intérieur, les hommes et les chiens. C'est l'autre qu'il me faut, dit enfin Milos. L'autre, le maître chien. Il va bien finir par sortir. Et s'il sort, qu'est-ce que tu veux lui faire? Je ne sais pas trop. Mais c'est notre dernière chance. Je vais te laisser seul quelques minutes. Si je n'arrive à rien, je reviens vers toi et tant pis, nous irons frapper, d'accord? D'accord, balbutia Hélène. Mais fais attention à toi, promis? Promis, répondit-il. Il la serra contre lui, l'embrassa sur les cheveux et courut vers la maison qu'il contourna par l'arrière. Oh! Milos, qu'est-ce que tu vas encore inventer? Se demanda-t-elle. Malgré le froid et la peur, elle ne put s'empêcher de sourire en le voyant réapparaître sur le toit au bout de 3 minutes. Décidément, ce garçon devait dû être chat dans une vie antérieure. Pasteur se leva pour jeter une bûche dans la cheminée et il la regarda brûler, rêveur, en rassemblant parfois les braises avec le tisonnier. Autour de lui, la pièce ressemblait à un champ de bataille après la défaite. Les hommes-chiens endormis jonchaient le sol comme des cadavres. Il remarqua avec amusement que Ramsès avait rampé jusqu'à Miles et posé son museau contre la hanche de son maître. Il traversa la pièce, évitant de marcher sur les corps, enjamba Aménophis, mit sa canadienne et poussa la porte. Le froid le saisit. La neige tombait toujours. Peut-être un peu moins fort qu'en début de nuit. Heureusement qu'on a pris les raquettes, se dit-il en considérant la couche épaisse. Où tu vas? Grommela Miles, qui ne dormait que d'un œil. Je vais pisser, répondit le maître chien. D'accord, mais ferme derrière toi, on se gèle. Pasteur tira la porte sur lui et fit un pas en avant dans la neige. Puis il marcha un peu le long du mur, sur sa droite, et s'arrêta pour uriner. Il prit tout son temps. Quand il eut fini, il reboutonna sa braguette et bâilla. Un flocon lui entra dans la bouche, puis un autre. Il fondit immédiatement sur sa langue chaude. C'était agréable et délicat. Il garda exprès la bouche ouverte pour continuer le petit jeu. « Un gosse, rigola-t-il. Je suis un vrai gosse. Si Miles me voyait. » Ce fut sa dernière pensée avant le choc. Accroupi au bord du toit, prêt à bondir, Milos sut qu'il n'y arriverait pas. Planter la lame de son couteau dans le dos de cet homme immobile, là, à 2 mètres de lui, était au-dessus de ses forces. Alors quoi? Il garda tout de même le couteau ouvert dans sa main droite au cas où. Puis, il se concentra sur les 2 choses dont sa vie et celle d'Hélène dépendaient. Premièrement, terrasser Pasteur du premier coup. Deuxièmement, l'empêcher à tout prix d'alerter ses chiens. Ceux-ci dormaient à quelques mètres, et leur oreille fine saurait percevoir le moindre gémissement. Il eut la chance que Pasteur vienne se déplacer juste en dessous de lui. Malgré l'obscurité, il le reconnut sans peine à son épaisse canadienne. Restait à prendre la décision de sauter. Jamais, même avant ses plus durs combats, Milos n'avait éprouvé le quart de l'angoisse qui l'envahissait maintenant. Il comprit combien ce qu'il avait vécu sur les tapis de lutte jusqu'à ce jour n'était qu'un jeu. Pourtant, il s'y était donné corps et âme. Il s'était entraîné dur. Il n'avait jamais renoncé malgré les coups, les entorses et les fractures. Depuis 1 an, il avait vaincu tous les garçons qu'on lui avait opposés. Même ceux de 5e et 6e année, plus âgés et plus lourds que lui. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de gagner ni de perdre, il s'agissait de vivre ou de mourir. Comment ses muscles ankylosés allaient-ils réagir lorsqu'il leur donnerait l'ordre de bondir? Est-ce qu'il le trahirait pour la première fois? Ce pasteur semblait un peu empâté, bien sûr, mais il était massif. Milos l'estima aux environs du quintal, une belle différence de poids avec lui, qui combattait dans la catégorie des moins de 65 kilos. De plus, son adversaire avait encore en lui la bonne chaleur du feu, et il avait sans doute mangé à son aise, lui. Frigorifié, au bord du malaise, Milos hésitait encore. « Maintenant, maintenant !» s'exhortait-il. « Dans quelques secondes, ce gros lard va se retourner, te voir et crier, et tout sera fini. Saute, Milos, saute !» La neige qui se déroba sous ses pieds décida pour lui. Il commença à glisser sans pouvoir se retenir à rien. Il n'avait plus le choix. Il rassembla toute son énergie et se propulsa dans le vide. Ses 2 genoux percutèrent avec violence la colonne vertébrale de Pastor. Celui-ci s'effondra dans la neige, la tête en avant, et Milos se jeta sur lui avec rage. Il passa son bras droit
sous le cou de l'homme et bloqua la prise avec le gauche. Cette clé était interdite en combat. On n'étrangle pas. Tous ses entraîneurs le lui avaient répété depuis le jour où, petit garçon, il avait enfilé son premier maillot de lutte. Il est interdit d'étrangler. Le reste de son corps avait pris spontanément la position dessus, qui empêche l'adversaire de se dégager. Jambes, hanches, bassin, tout fut mobilisé sans qu'il ait à y réfléchir une seule seconde. Comme si les centaines d'heures passées à suer sur les tapis d'entraînement venaient de se concentrer en un seul geste, rapide, sûr et précis. Jusque-là, il en était certain, Pasteur n'avait pas émis le plus petit gémissement. Et il fallait que cela continue, il le fallait à tout prix. Et ces trois mots-là, à tout prix, avaient un sens. Milos s'arc-bouta, consolida sa prise et serra.